Mathias Sénard, un mot, frontière. Je trouve que ce mot vous convient, vous va bien. Claudio Magris utilise l'expression, je crois, identité de frontière. À quoi vous renvoie ce mot de frontière? Disons que la frontière, peut-être la beauté de la frontière, c'est que à la fois elle est extraordinairement prégnante, mais en même temps immatérielle et elle n'existe pas. Et donc faite pour être franchie, justement. Et dans frontière, il y a front, c'est-à-dire que souvent les frontières sont des lignes de front pérennisées. Et dans le cas justement de villes qui moi me fascinent, comme Trieste par exemple, ou même ici à Metz, c'est aussi des limites linguistiques, des contacts entre les langues, comment est-ce qu'on passe d'une langue à une autre, dans des choses qui sont jamais très claires. Au contraire des frontières internationales, les frontières linguistiques sont beaucoup plus floues, mouvantes. Et pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration, le passage en règle générale et la frontière en particulier. Dans votre vie, il y a Niort, il y a ce qu'on appelait autrefois les langues orientales, donc vous parlez couramment l'arabe, vous parlez le persan, vous êtes traducteur, mais il y a Niort, il y a le Proche, le Moyen-Orient, il y a Barcelone, il y a aujourd'hui Berlin. La frontière est là aussi, elle est toujours passée ou transgressée. Oui, c'est vrai que le déplacement, chaque fois, je me réinvente un peu dans des villes différentes. C'est bien évidemment, j'ai grandi à Niort et c'est une ville qui conserve toute mon affection. Mais elle est loin? Oui, bien sûr, c'est loin. Et d'ailleurs, même si j'y retourne très fréquemment, et c'est une ville, une région qui est devenue très très intéressante pour moi maintenant, justement parce qu'elle est très exotique. Et je m'intéresse de plus en plus à son histoire, à ses paysages, un peu comme un étranger qui la découvrirait. Et Barcelone et maintenant Berlin, qui est aussi une autre forme d'Europe, une autre forme de ville, une autre façon de vivre l'Europe. Est-ce qu'il y a une identité ou qu'est-ce qui fait identité entre Niort, Berlin, Barcelone? Quelle est l'identité? S'il y en a une. Je ne sais pas s'il y en a une. Bon, bien sûr, évidemment, ce sont des villes, donc des formes urbaines, des femmes, des hommes qui les habitent. Mais même si le mode de vie actuel est quand même très globalisé, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu beaucoup de sons, d'images communes à ces trois villes, mais ça a vraiment absolument rien à voir. La différence entre l'immensité de Berlin, dans cette absence de densité justement, qui contrairement aux autres capitales européennes s'étale très calmement, très doucement, une ville très verte, pleine de forêts, de bois, d'animaux presque. Et contrairement à la densité très méditerranéenne de Barcelone et au bruit, au rythme ou à la blancheur très plate du calcaire de l'Ouest, ça n'a évidemment pas grand-chose à voir. Le mot suivant, c'est déconnexion. Dans les personnages que vous mettez en scène dans vos livres sont des gens qui sont perdus, qui sont des gens à la recherche d'un lieu où le pourrait être sujet. Et l'idée de la déconnexion, je l'imagine entre les individus aujourd'hui dans une société globalisée, une déconnexion aussi entre le pouvoir et les citoyens qu'il est censé incarner ou représenter. Comment est-ce que vous travaillez cette idée de la déconnexion? Ou de l'impossibilité de la rencontre entre un peuple et ses représentants? Oui, c'est vrai qu'il y a... C'est une des grandes questions, notamment du monde arabe. Il y a des endroits qui sont déconnectés à plus d'un titre de la marche du monde, des peuples qui sont déconnectés de leurs dirigeants, au sens où il n'y a pas la relation que peut imposer l'état de droit ou la démocratie.
Et le monde arabe souffre énormément de ça, principalement bien sûr dans les dictatures, mais aussi dans les jeunes démocraties que peuvent être la Tunisie par exemple, ou même les anciennes démocraties mais fragiles comme le Liban. Il y a encore disons une coupure nette entre ce qui pourrait être la base et des élites qui correspondent aussi évidemment à des élites économiques, à toutes sortes de classes dirigeantes dont on a l'impression qu'elles forment un peuple à elles seules, séparé du reste. C'est très vrai en Égypte aussi, par exemple. Là, vous parlez du monde arabe, mais peut-être à une moindre mesure, est-ce qu'on n'a pas les mêmes phénomènes dans les démocraties dites avancées? Oui, mais ça ne se manifeste pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas... l'état de droit, justement, permet presque de se désintéresser du politique. C'est-à-dire c'est ce qui se produit... ce qui peut se produire en France, ce qui se produit aussi en Espagne, une espèce de dégoût et de désintérêt du politique qui, dans une société qu'on pourrait appeler presque post-démocratique, où finalement l'état de droit garantit tellement de choses que c'est plus la peine de se préoccuper de la politique. Si vous êtes déçu par vos politiciens, vous pouvez tout simplement, plutôt que de militer pour transformer le système, comme ce serait le cas ailleurs, et on a l'impression qu'en Europe démocratique, maintenant, le réflexe du citoyen, c'est plutôt être comme un consommateur de politique qui serait lassé de son produit et qui dirait je vais plus voter parce que ça m'intéresse plus. On est aussi de la même manière consommateur d'informations quand on regarde les chaînes du Tout Info. 2 mots encore. Le premier, c'est contrainte. Contrainte parce que quand on vous écrivez Zone, par exemple, la contrainte c'est 500 pages ou à peu près, peut-être un peu plus. Vous êtes publié chez Actes Sud, 500 pages chez cet éditeur, c'est 20 ou 25 chapitres, je crois que c'était 20 chapitres, et pas un point. Enfin si, à la fin. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un point. Il y a qu'un point. Donc là, il y a effectivement l'idée de la contrainte. Ça vous renvoie à quoi plus largement, la contrainte? Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément, la contrainte. Alors après, elle n'est pas forcément qu'elle soit pas apparente pour le lecteur, ça m'est égal, c'est surtout pour moi. Donc dans Zone par exemple, mais aussi d'autres formes de contraintes, peut-être moins visibles, dans Parle-leur de bataille de Roi et d'éléphant, qui est un petit livre qui raconte l'histoire d'une visite de Michel-Ange à Istanbul. Tout le jeu est sur l'Alexandrin par exemple. Alors, c'est pour ça que le titre d'ailleurs a aussi Sicile. 2 fois Sicile. Le titre à rallonge. Voilà, oui, c'est un Alexandrin. Et donc ça donne un peu la clé métrique du livre. Alors, ça, c'est uniquement pour moi en fait. Le lecteur n'a absolument pas besoin de le savoir et ne perd rien s'il s'en aperçoit pas. Mais ça me fait avancer dans l'écriture. C'est aussi les limites, les contraintes, étrangement, permettent aussi une forme d'énergie tout à fait spéciale. Ça oblige. Oui. Dernier mot, c'est voyage. Le voyage, c'est celui de Michel-Ange à Istanbul, c'est celui de Niort à Berlin, en passant par Beyrouth. Le voyage, c'est aussi cette obligation dans laquelle vous mettez le lecteur qui n'a pas de point à aller de l'avant. Mais pour vous, le voyage, au final, c'est quoi? Je ne suis pas un grand voyageur. D'ailleurs, je n'aime pas trop ça en fait. Je suis un voyageur extraordinairement lent. J'aime pas trop voyager. J'aime pas, par exemple, du tout prendre des avions. J'aime bien les trains et tout ça. Et disons que pour moi, le voyage, c'est de la curiosité en fait. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'extraordinairement curieux. Je m'intéresse un peu à tous les lieux, la géographie, l'histoire, les paysages, la botanique. Et ce qui me plaît en voyage, c'est justement de découvrir toutes ces petites choses. Mais le voyage n'a pas besoin d'être très lointain. Vous voyez, moi, je suis jamais allé aux États-Unis, par exemple. Je connais pas du tout l'Asie. Non, je tourne autour de la Méditerranée. Un peu, il y a de beaux voyages dans votre œuvre, celui de beau. Je mets le mot entre guillemets, mais celui de l'Agdar, dans votre livre Rue des voleurs, de Tanger à l'Europe, avec ce qu'il y a comme embûche, évidemment, quand on a ce miroir aux alouettes en perspective. Pour conclure, parlez-moi arabe, dites-moi une phrase en arabe et traduisez-la moi.
Celle que vous choisissez, Un vers de poésie peut-être, par exemple. un poème que j'aime beaucoup, qui est très célèbre de la poésie arabe d'un poète qui s'appelle Abou Firas al-Hamdani, environ de l'an 1000 à Alep, qui dit ceci: Aqul wa qad nahat bi qurbi hamamatun. Je dis ceci, je récite cette poésie alors que à mes côtés se plaint ou pleure une colombe. Voilà.